Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de lundi numérique, ici à l'INHA. Cette année, la formule de lundi numérique se renouvelle avec un webinaire Zoom avec des participants en ligne. Et pour ceux qui se connectent pour la première fois au webinaire de lundi numérique, je vous rappelle que les spectateurs de la séance peuvent poser des questions à travers les boutons Q et R et ensuite, pour ceux qui souhaitent poser des questions avec sa propre voix, il suffit lever la main virtuelle avec le bouton Zoom qui permet de demander la parole. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Xavier Rodier et Olivier Marlet de la MSH Val-de-Loire de Tours. Et la présentation aujourd'hui, que nous ferons aujourd'hui, est l'écosystème du consortium MASA, Mémoire des archéologues et des sites archéologiques, avec un focus sur les web sémantiques, sur les données qu'il collecte à travers et qui expose à travers le déploiement de la plateforme web sémantique OpenArcheo. Je vous rappelle que la séance sera rediffusée sur la chaîne YouTube de l'INHA dans une semaine. Donc, je ne m'attarde pas trop et je donne la parole à Xavier et Olivier, que je remercie beaucoup de cette intervention. Juste pour rappel, l'intervention durera environ 1 heure et ensuite, il y aura une demi-heure pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. À vous la parole, Xavier. Merci Federico. Bonjour à tous et toutes. Je prends le partage, hein, c'est ça? Oui. Hop. Ok, normalement, vous devez voir mon écran. Tu me confirmes, Federico? Bon, j'espère que c'est bon. Ok, alors, donc nous sommes tous les deux avec Olivier Marlet, voilà, qui est là. Je vais commencer, puis je passerai la parole à Olivier sur effectivement la partie plus orientée web sémantique et en particulier OpenArcheo. Je vais commencer par vous donner un cadre assez général de ce qu'est le consortium MASA et comment se situe cette plateforme dans cet écosystème numérique qui est un petit peu plus large. Pardon. Donc, ce consortium Mémoire des archéologues et des sites archéologiques est l'un des actuellement 8 consortiums de l'infrastructure de recherche l'IR Étoile Humanum que vous connaissez, je pense, enfin sans aucun doute. Ces 8 consortiums, vous les voyez à droite, sont à l'heure actuelle, puisque le panorama des consortiums d'Humanum peut varier, enfin est amené à varier, sont à l'heure actuelle l'un qui porte sur les corpus d'auteurs, cahiers, un autre sur les archives des ethnologues, un troisième sur les corpus de linguistique. Donc, vous le voyez là, des corpus au même titre que MASA sur l'archéologie, un autre sur donc MASA ici sur l'archéologie, en bas vous avez Imagéo sur des cartes et des photographies, donc plutôt orientées géographie, et puis COSME sur les sources médiévales. Et puis 2 autres consortiums, 3D SHS, qui portent, comme son nom l'indique, sur des objets 3D pour l'ensemble des sciences humaines et sociales, donc qui est plus autour d'un type d'objet numérique
que d'une entrée vers une communauté disciplinaire. Et Paris Time Machine, qui est le dernier né de ces consortiums, qui est, comme son nom l'indique également, orienté plus autour d'un projet lui-même sur Paris. Alors, Masa, dans ce périmètre, a une histoire qui maintenant a 9 ans d'existence et a une histoire qui s'est déroulée en 2 temps, je dirais 2 temps et demi. Le premier, c'est une création de ce consortium à l'initiative de Pierre Rouillard, qui était alors directeur de la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie à Nanterre, la MAE, qui est devenue depuis janvier dernier la MSH Monde, et qui... alors en fait, Pierre Rouillard a créé ce consortium, on a été à l'initiative, et puis il a pris sa retraite tout de suite après, et c'est finalement Frédéric Hurlet qui en a assuré la coordination pendant 4 ans, puisque les consortiums du Manum sont labellisés par période pour une première période de 4 ans, puis potentiellement une seconde de 4 ans également, et enfin une dernière de 2 années. Donc nous sommes avec Masa dans ces 2 dernières années, enfin à mi-chemin de ces 2 dernières années. Alors, la durée de vie d'un consortium, c'est effectivement, selon ce schéma-là, une dizaine d'années. Pour autant, les choses qui sont mises en place par les consortiums, comme vous allez le voir par la suite, et le travail qui est fait auprès des communautés scientifiques a vocation à être pérennisé sous une forme ou sous une autre. Alors, aucun des consortiums n'a strictement le même fonctionnement. Et donc, selon la manière dont se sont organisés chacun des consortiums, la question de la suite se pose de manière différente. Ça peut être la sauvegarde, la pérennisation, d'outils développés par les consortiums ou de corpus mis en ligne, mis à disposition par les consortiums, ou la poursuite d'un nouveau projet ou de projets scientifiques qui permettent de consolider ce qui existe. Donc, il y a beaucoup de solutions, de possibilités envisageables. Et nous sommes actuellement dans cette phase de réflexion pour le consortium Masa de la manière dont s'organisera la suite. Alors, vous voyez sur cette carte une dizaine de partenaires pour le consortium Masa, principalement des maisons des sciences de l'homme. Ça, c'est important puisque c'est également un réseau de ces maisons des sciences de l'homme, et ce sont des structures qui étaient dès l'origine de Masa importantes dans le dispositif. Donc, vous voyez la MSH Monde, anciennement MAE, la MRSH à Caen, la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire, donc à Tours et Orléans, la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix, et puis nous ont rejoint plus récemment la MICHA à Strasbourg, et sont partenaires depuis longtemps le réseau Frantic, qui est un réseau encore plus dense que celui-ci. Frantic est un réseau qui a travaillé sur les sciences de l'Antiquité et la documentation, la documentation pour les sciences de l'Antiquité, et qui a en particulier mis en place un vocabulaire pour traiter de cette documentation qui s'est élargi, je vais y revenir tout à l'heure, en particulier en partenariat avec Masa, jusqu'à devenir un vocabulaire de la discipline archéologique. Et également, à proximité de la MSH Monde à Nanterre, le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, qui est un élément important du dispositif et qui évidemment, sous la tutelle du ministère de la Culture. Et puis, bien sûr, lorsqu'on parle d'archéologie, on parle de l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, qui est un interlocuteur très important quand on parle de production de données archéologiques. Et puis, à l'extérieur de la carte, vous voyez le réseau des écoles françaises à l'étranger. Alors, ce n'est pas la Corse, c'est bien le RESEF, parce que là aussi, un partenariat s'est créé avec eux à la suite de différentes opportunités pour travailler avec ces collègues qui sont sur des terrains étrangers, mais qui pratiquent bien de l'archéologie et qui participent de l'ensemble de la communauté archéologique française.
Alors, je continue pour vous donner une petite idée de la manière dont est organisé le consortium, sous sa gouvernance. Ça, je vais passer très, très vite. Il est piloté actuellement donc depuis 5 ans maintenant à la MSH Val-de-Loire, à la suite de la MAE à Nanterre, sous la double égide, enfin sous l'égide principale de la TGR Humanum, qui le labellise et qui le finance. Mais également, comme je vous l'ai dit, le dispositif étant bien ancré dans les maisons des sciences de l'homme, en relation avec le réseau national des maisons des sciences de l'homme. Il y a un bureau qui est constitué des membres des groupes de travail qui est la structure opérationnelle, on va dire, la plus réactive du consortium, un comité de pilotage dans lequel sont représentés tous les partenaires, un comité scientifique en cours de constitution qui s'adresse vraiment à la représentation de la communauté scientifique en archéologie, tous azimuts, c'est-à-dire qu'en archéologie, la communauté scientifique est particulièrement interinstitutionnelle entre le ministère de la Culture, le ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, et puis un certain nombre d'opérateurs privés. Donc, on essaie de regrouper, de fédérer tout le monde et de représenter tout le monde. Et en l'occurrence, ce comité scientifique a plus ce rôle-là qu'un rôle d'évaluation, puisque l'évaluation du consortium est faite par le comité scientifique du MANUM chaque année. Et puis une assemblée générale qui comprend l'ensemble des partenaires ou collègues qui souhaitent s'intéresser aux travaux du consortium. Alors, pour venir au contenu maintenant, ce qui préside à la création, ce qui a présidé à la création de ce consortium, c'est un constat. Alors, ce constat, il part de la... il n'est pas étrange, il n'est pas particulier à l'archéologie, c'est qu'on a une accumulation d'archives. Alors, en archéologie, elle porte sur une accumulation d'archives de 2 ordres, on va dire. Le premier, c'est les données produites par la pratique même de l'archéologie, qui constituent des données primaires et pas tout à fait, enfin pas renouvelables pour l'essentiel, puisque au fur et à mesure de la fouille, on détruit une partie, tout ou partie de notre objet d'étude. Donc, les données qui sont produites à ce moment-là, qui sont enregistrées pendant cet acte scientifique sur le terrain, et sont considérées comme des données primaires qu'il convient évidemment de préserver et d'archiver. Et puis, il y a une autre forme d'accumulation d'archives qui recoupe en partie celle-ci, mais pas complètement, qui sont les archives des archéologues eux-mêmes, qui, lorsqu'ils se sont intéressés à un site ou à plusieurs au long de leur carrière, et qu'ils partent en retraite, ou lorsque l'on retrouve des fonds d'archives d'archéologues décédés depuis plus longtemps et auxquels on a accès, eh bien, en fait, on a dedans à la fois ce qui relève de ces archives de fouilles, mais également toutes leurs archives scientifiques, leurs correspondances parfois, des notes de synthèse et toutes sortes de choses qui constituent des fonds particuliers, souvent identifiés et liés à une personne en particulier. Alors, à partir de cette accumulation, eh bien, il y a le constat, c'est qu'on a une mission de structuration et de publication de ces données et une volonté de partager. Alors, comme je dis à chaque fois, on peut discuter sur cette notion de volonté puisque en fait, on connaît aussi à la fois tout le besoin et toute la nécessité de partager les données, de les publier et de les partager, mais également toutes les réticences qu'il peut y avoir en archéologie comme dans bien d'autres disciplines à publier ces données et les rendre disponibles de manière totalement ouverte. Et puis, l'autre élément du constat, eh bien, c'est qu'on a une multiplication des bases de données, des formats de données, et donc de l'hétérogénéité de ces données, tant dans leur format que dans leur structure, et donc une nécessité de mettre en relation ces différents entrepôts de données, ces différents systèmes d'information. Alors, pour arriver à faire cela, eh bien, la première mission que s'était fixée le consortium était de mettre en place des bonnes pratiques avec un minima, des métadonnées normalisées, d'aller vers de l'archivage pérenne, évidemment de mettre en ligne les données pour les partager, d'aligner ces corpus de données avec des vocabulaires normalisés, de tendre vers l'interopérabilité des données et puis d'alimenter des plateformes partagées nationales et internationales.
Alors, donc, vous voyez le schéma qui est présenté à côté, qui montre la difficulté à la fois dans les formats et dans la structure des données à les faire communiquer. À aucun moment, on s'est dit, bien entendu, qu'on allait construire un métasystème ou une métabase qui permettrait de réunir l'ensemble. L'objectif que l'on s'est fixé, c'est de dire comment on va réussir à faire communiquer ces systèmes d'information sans en modifier la structure, sans modifier la structure de chacun. Donc, à la fois pour ne pas avoir à intervenir dessus, mais aussi pour ne pas changer les pratiques des utilisateurs qui ont à dessein, selon leurs objectifs, créé des systèmes qui leur conviennent. L'idée étant de permettre à ces différents systèmes de communiquer et non pas de leur imposer un nouveau format vers lequel il faudrait s'aligner. Donc, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Le point d'interrogation, on l'a remplacé par une ontologie de domaine, qui est celle du CIDOC CRM, constituée sous l'égide de l'ICOM, donc, qui est une ontologie de domaine pour le patrimoine culturel, l'ICOM étant le consortium international des musées. Et donc, cette ontologie, ce CIDOC CRM, est ce que l'on a mis au cœur pour apparier chacun de ces systèmes d'information vers cette ontologie, de manière à ce que on fasse monter en puissance, si je puis dire, chacun de ces systèmes d'information vers le web des données, vers le web sémantique, de telle sorte que, via cette ontologie, on puisse interroger ces différentes sources de données et que l'on ait, alors on va voir sous quelle forme, un système qui permette d'aller interroger chacun de ces silos via le CIDOC CRM. Alors, ça fait appel à un certain nombre de référentiels, mais je ne vais pas les détailler ici, je pense qu'Olivier y reviendra tout à l'heure. Donc, l'organisation du consortium, elle s'est passée, du consortium MASA, elle s'est faite selon deux grands axes. L'un autour de questions d'archivage directement, qui comprend, vous le voyez ici, lui-même deux volets. L'une sur celui qui est en bas de la diapositive, sur les bonnes pratiques d'archivage, avec des questions de diffusion et de normes de pratiques d'archivage dans la communauté archéologique, sachant qu'il ne s'agit pas évidemment d'aller réécrire des procédures d'archivage quand elles ont été développées par les archivistes eux-mêmes et par les consortiums d'archivistique, et que ces normes sont existantes et parfaitement robustes, mais qu'il s'agit plutôt de les diffuser dans la communauté archéologique et de montrer comment on peut s'en emparer et travailler à ce que nos archives répondent à ces normes. Je pense ici, évidemment, en particulier à l'XML EAD, qui permet de décrire des corpus d'archives respectant les normes d'archivistique. Et puis, un deuxième point dans cet axe d'archivage, c'est le développement d'un plan de gestion de données, puisque, je pense que vous le savez, en fait, on est confronté à trois grandes catégories d'archives, en particulier en archéologie, mais c'est pas seulement, même si les périodes peuvent varier un peu, c'est pas la seule communauté dans laquelle cela se passe, hein, bien évidemment. On a des archives anciennes qui sont entièrement sur papier, et donc la question de l'archivage, elle est entre guillemets résolue parce qu'on sait traiter des lots d'archives papier. Les archivistes savent très bien de traiter des fonds d'archives papier de manière tout à fait traditionnelle, y compris lorsqu'on les numérise, et les traiter comme des lots numérisés avec justement de l'EAD, comme je l'évoquais à l'instant. La dernière période, la plus récente, à l'autre extrémité, c'est les données nativement numériques, où là aussi les pratiques sont plutôt bien établies maintenant, et en tout cas à peu près assez robustes pour... Et de ce point de vue-là, bien sûr qu'il y a encore du chemin à faire pour un certain nombre de corpus, mais si on a des données nativement numériques, on sait à peu près comment les organiser. Et là, un plan de gestion de données est tout à fait utile pour, dès le début d'un projet, justement permettre de prévoir comment on va organiser et traiter ces jeux de données. Et puis, entre les deux, on a
une période plus délicate. Alors pour l'archéologie, je la situerai dans les années 90 pour l'essentiel, pendant lesquelles on a utilisé bon nombre d'outils informatiques, dont une grande partie sont obsolètes ou en voie d'obsolescence, et à la fois dans les supports, dans les formats, dans les systèmes qui supportent les formats en question, et qui posent un problème puisque si on ne sauvegarde pas, c'est cette partie-là qui est la plus fragile, la plus sensible, je dirais. Si on ne sauvegarde pas maintenant ces données, eh bien, à la différence des archives papier antérieures, on aura beaucoup plus de difficultés à les récupérer, il ne s'agit pas d'une simple numérisation, mais d'aller extraire les données de systèmes qui ne sont pas forcément faciles à ouvrir dorénavant. Donc ça, c'est une partie sensible de ces données qui existe, je pense, pour à peu près toutes les disciplines, et sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Donc le plan de gestion de données, il s'adresse plutôt aux nouveaux jeux de données, aux jeux de données nativement numériques, il a été mis en place sur la base d'un travail réalisé à l'INRAP, et il est partagé maintenant sur la plateforme Opidor de l'INIST. Donc vous le trouverez en ligne sur cette plateforme en cherchant Masa simplement dans Opidor, à la fois en français et en anglais. Il est disponible, c'est un plan de gestion générique pour l'archéologie, susceptible d'évoluer avec différentes versions, mais tout à fait accessible. Le deuxième grand axe du consortium Masa, c'est le web des données. C'est donc la question de l'interopérabilité que j'ai évoquée tout à l'heure. Et donc pour cela, on a fait, comme je vous l'ai dit, le choix du CIDOC CRM comme étant au cœur de cette question d'interopérabilité et comme étant la clé qui allait nous permettre de répondre à cette question. Pour cela, on a fait un choix qui est donc de travailler l'interopérabilité en allant vers le web des données, vers le web sémantique, c'est-à-dire de porter nos corpus de données dans le web des données. Et dans le web des données, ce qui est prévu, c'est que ce soit les machines qui interagissent entre elles. Or, pour faire la preuve de l'efficacité et convaincre et de la pertinence de ces choix, et convaincre nos collègues archéologues, et également, tout simplement, pour pouvoir manipuler l'ensemble des jeux de données, il est bien évident qu'il faut aussi trouver une interface homme-machine, une plateforme qui permette d'accéder à ce que des humains accèdent à ces jeux de données directement dans le web des données. Et en l'occurrence, nous avons engagé le développement de cette plateforme qui a pris le nom d'Open Archeo, sur laquelle Olivier reviendra tout à l'heure, et qui constitue cette interface en fait entre un interlocuteur humain et la construction des triple stores, des données dans des triple stores RDF via des requêtes Sparkle. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce type de vocabulaire, mais qu'on rentre tout de suite dans des choses un petit peu plus techniques et que si ces langages sont tout à fait compréhensibles par les machines, ils ne sont pas tout à fait accessibles au commun des archéologues. Alors, l'ensemble de cette dynamique s'inscrit bien sûr dans les FAIR Principles. Donc, je pense que vous les connaissez. Dans un séminaire sur le numérique, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir dans le détail sur ces principes FAIR. Donc, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, ces principes FAIR, c'est ce qui guide maintenant, même si on avait commencé en fait nos travaux avant la définition de ces principes, c'est vraiment ce vers quoi on tend et ce vers quoi l'on cherche à faire tendre l'ensemble des jeux de données que l'on a à manipuler et l'ensemble des partenaires qui viennent nous voir pour qu'on les accompagne, pour que le consortium les accompagne dans cette dynamique. Et donc, c'est en ce sens où Masa est en fait vraiment un vecteur de diffusion de ces principes FAIR dans la communauté archéologique. Et donc, si je reprends un peu dans chacune de ces étapes, FAIR, eh bien pour la partie, alors
le plan de gestion de données que j'évoquais tout à l'heure, pardon, je suis un peu emmêlé dans l'ordre de mes diapositives. Le plan de gestion de données, donc en amont de cette préparation, vous le voyez ici, donc en français et en anglais sur Opidor, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis si je reprends donc le déroulé des fers, eh bien pour ce qui est du F, donc traduit en français par facile à trouver, eh bien ça concerne la mise en place de métadonnées et de pratiques d'archivage correctes, donc avec des identifiants pérennes. Ça peut être du ARC, ça peut être du DOI, ça peut être du Handle. La mise en place de métadonnées en EAD, en tout cas en XML. L'exposition avec les outils du Manum en particulier, comme Nakala ou le signalement dans Isidore, qui rendent ces jeux de données trouvables. Pour la partie accessible, là, on a un écran que vous ne devez pas pouvoir lire, mais ce n'est pas très, très grave. C'est simplement pour montrer que on ne parle d'accessibilité qu'à partir du moment où on met des données en ligne. Donc, nos corpus de données, enfin, ou en tout cas ceux que l'on manipule, il faut qu'ils soient accessibles en ligne et complètement ouverts. Donc, avec pour ce qui est de l'archéologie, des granularités d'informations totalement différentes. On a des corpus de données qui sont à l'échelle, la plus petite échelle en archéologie, qui est celle de la fouille, où on va avoir directement l'enregistrement des données de fouille, des données stratigraphiques de fouille avec des couches archéologiques, et puis tout ce qui va avec, bien entendu. On en a d'autres qui sont sur des collections de mobilier, des types de mobilier, des collections épigraphiques. On en a qui sont sur des fonds d'archives liés à des personnes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc liés à des archéologues. Et puis, on a aussi des corpus de sites archéologiques sur une thématique ou sur une région qui répondent à d'autres problématiques. Donc, pour que ça soit accessible et pour qu'on puisse commencer à parler de partage de données, il faut évidemment ouvrir ces données librement sur le web. L'interopérabilité, eh bien, la première étape de l'interopérabilité passe par deux choses. C'est d'abord, avant d'aller vers les ontologies telles que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'abord un alignement avec des vocabulaires normalisés. Donc, on a souvent affaire dans nos systèmes d'information, mais ça, c'est encore une fois pas spécial à l'archéologie, à la fois à des vocabulaires peu ou pas structurés. Et en fait, on a besoin de les aligner avec des vocabulaires normalisés. Donc en archéologie, on a fait le choix d'utiliser les pactols du GDR Frantic que j'ai évoqué au tout début. Ces pactols sont des vocabulaires contrôlés par la littérature scientifique et des experts du domaine. Ils sont en open access, c'est une structure selon une structure normalisée ISO. Ils sont multilingues, ils ont tous des identifiants pérennes en ARC et en Handle. Ils sont compatibles avec le Backbone Thesaurus, qui est une opération de l'infrastructure européenne d'ARIA, qui est en fait une sorte de méta-thésaurus avec une structuration moins hiérarchique qu'un thésaurus classique et plus ontologique pour le coup. Et donc la restructuration des pactols vers cette structure du BBT est quelque chose que Maza a très largement soutenu et qui a permis de faire progresser le Thesaurus Pactols dans cette direction, et donc de le consolider, de le rendre bien plus robuste. Et puis également, tout le travail que l'on a fait avec Frantic et les Pactols a permis de partir d'un vocabulaire qui était lié à la documentation archéologique, de l'étendre vraiment vers un vocabulaire de la discipline, et avec le développement de champs dans chacune des spécialités de cette discipline, contrôlées par des experts, le développement de vocabulaire robuste dans ce sens. Et puis, eh bien, pour gérer ces thésaurus, le GDR Frantic avait été à l'origine en fait de la création d'un outil de gestion de thésaurus qui s'appelle OpenTheso, dont vous avez peut-être entendu parler, dont Maza soutient largement aussi le développement, et qui permet de gérer des thésaurus multilingues, multi-hiérarchiques, pardon. Il est normalisé, il permet de produire du SCOS évidemment pour des thésaurus, il est interopérable, et il est maintenant devenu, alors c'est un outil entièrement libre, devenu un référent en termes de gestion de thésaurus qui est utilisé dans d'autres
dans d'autres projets, mais surtout dans d'autres consortiums du Manum, et bien au-delà, dans d'autres disciplines, et même plus récemment à l'étranger, ou dans des projets tels que actuellement, je crois qu'on y reviendra, je le mentionne plus tard, tels que le chantier, l'atelier numérique, enfin le groupe de travail sur les données numériques du chantier scientifique Notre-Dame, par exemple. Dernière lettre des fers, c'est le R, et c'est la réutilisation. Alors, la réutilisation, elle passe par la mise à disposition des données, bien entendu, mais il faut qu'on puisse accéder à ces jeux de données et être en mesure de les réutiliser complètement. Alors là, je l'ai illustré avec la plateforme, un écran de la plateforme OpenArcheo. Je ne vais pas vous en dire plus, puisque ce sera l'intervention d'Olivier qui va compléter, mais simplement pour dire sur cette question de la réutilisation que en archéologie, comme dans beaucoup d'autres disciplines scientifiques, en fait, on a l'habitude de réutiliser des données, puisque ça fait partie de notre travail que d'aller faire des revues de lecture on travaille en plus en archéologie beaucoup par comparaison, donc d'exploiter des données anciennes et de les réutiliser à partir à l'aune de nouvelles découvertes, ou en tout cas pour compléter les corpus, pour compléter des inventaires de sites ou de choses comme ça. Malgré tout, la question de la réutilisation dans les fers, elle se pose, et dans la dynamique de la science ouverte, elle se pose bien au-delà de la réutilisation scientifique dans la même discipline. Il s'agit de voir comment on peut rendre des données disponibles et les rendre disponibles à tout un chacun, quel qu'il soit archéologue ou non, en l'occurrence, et donc que l'usage qui puisse en être fait derrière ne soit pas contrôlé par la communauté d'où sont originaires les jeux de données en question, ici les archéologues. C'est-à-dire que ces données archéologiques mises à disposition, elles seront réellement réutilisables quand elles seront accessibles à tout un chacun qui pourra en faire tout autre chose que de l'archéologie. Et de ce point de vue-là, pour nous, au stade où on en est, l'exemple de la plateforme OpenArcheo est en fait le meilleur exemple, parce que même s'il s'adresse pour l'instant encore à des archéologues, c'est ce qui nous permet de mettre nos données à disposition dans le web des données. Et donc, en étant dans le web des données, elles sont potentiellement réutilisables par d'autres. Alors, les groupes de travail du consortium MASA, donc après, je vous l'ai cité, on a un bureau qui est constitué de ces groupes de travail, avec les noms des gens qui sont là. Comme la présentation sera rediffusée, je ne vais pas lister l'ensemble. Il y a 10 groupes de travail, vous les voyez ici, qui prennent différents secteurs, différents angles pour traiter cette question du partage des données. Ça vous permet, avec les noms, de pouvoir contacter directement les uns ou les autres si vous êtes intéressés, ou en tout cas de savoir qui agit dans chacun de ces groupes. Ici, ce sont ceux qui les coordonnent, bien entendu. Donc, ces axes et ces groupes de travail, on peut les présenter de manière plus synthétique de cette manière-là. Donc, 2 grands axes, je vous l'ai dit, archivage web des données, une action plus transversale autour des outils, je vais y revenir dans un instant, et puis une action évidemment transversale et fondamentale de formation et de diffusion, donc puisque effectivement, il faut former aux outils, mais il faut aussi diffuser cette pratique du partage des données et des principes FAIR pour tendre vers la science ouverte d'une manière générale. Donc les outils, cette transversalité des outils, c'est traduit par une boîte à outils qu'on peut qualifier de boîte à outils MASA, dans laquelle on va retrouver pour l'essentiel des outils développés par le consortium et ceux dont on a très fortement soutenu le développement. Donc je recite ici Pactols et OpenTeso dont je viens de parler. Les autres sont des outils que l'on a développés parce qu'on avait le besoin, non pas pour le plaisir de les développer, parce que l'archéologie est tellement particulière qu'il fallait développer des outils spécifiques, mais parce que dans l'environnement numérique, on n'a pas trouvé les éléments qui nous permettaient de répondre aux questions dont on avait besoin, et donc on a développé les outils adéquats pour répondre à certaines questions. Donc OpenPermaLine, qui est en stand-by pour l'instant, qui est un outil d'alignement vers des vocabulaires normalisés. OpenArcheo, sur lequel Olivier va revenir, qui est cette plateforme de partage de données.
Logistics Writer, dont je ne dirai rien aujourd'hui parce que ça nous emmènerait trop loin dans un autre champ, mais qui est un outil d'aide à l'écriture Logicis. Alors, pour ceux qui veulent savoir quand même, l'écriture Logicis, c'est ce qui a été proposé par Jean-Claude Gardin et dans les années 60, 70. Et donc, on a quelques exemples. Ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que c'est une des possibilités fortes de faire le lien entre les publications synthétiques et les données, et surtout l'argumentaire qui permet de passer des données à ces synthèses publiées. Et puis OpenGuide, qui est une plateforme de publication, tout simplement de mise en forme de guides de bonne pratique. Ça nous a amené finalement à décrire l'écosystème numérique du consortium de MASA, qui est centré sur les bonnes pratiques, donc sur les principes FAIR et leur diffusion, leur mise en œuvre et leur diffusion, selon le cycle de vie des données. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais finalement, c'est bien dans ce sens-là que l'on travaille. Et donc, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est l'ensemble des outils, alors, oui, il en manque peut-être quelques-uns, mais l'ensemble des outils que l'on va mobiliser aux différentes étapes de ce cycle de vie des données. Et puis, dans le cercle intérieur, les outils que l'on n'a pas trouvés ailleurs, justement, ou dont on soutient le développement, ou que l'on a développé particulièrement dans le consortium, donc les outils relevant plus de la boîte à outils MASA. Donc cet écosystème, le cycle de vie des données, je ne vous fais pas non plus l'affront, c'est comme les principes FAIR de revenir dessus. Simplement, on fait parmi ces outils, parmi cet écosystème, il y a à la fois des outils logiciels directement, des outils de manipulation de données, mais il y a aussi des référentiels, il y a des ontologies, il y a des outils de diffusion, donc des choses à différentes échelles qui permettent à la fois de manipuler, d'exposer, de traiter, d'exposer les données et donc de les partager. Et sur cette diapositive, je passe la main à Olivier qui va poursuivre avec OpenArcheo en particulier. Bien, donc c'est surtout sur la partie partage et réutilisation que je vais m'attacher à poursuivre. Donc, je vais surtout vous parler donc, justement d'OpenArcheo, des Triple Store et puis des outils qui y sont directement associés. Donc, Xavier vous a déjà présenté donc, ce petit schéma. Donc, l'idée était vraiment de voir comment faire pour, à partir de plusieurs jeux de données qui étaient hétérogènes tant par leur structure que par leur format, de réussir à les faire communiquer et de les rendre interopérables les uns avec les autres. Donc, le but du jeu était vraiment cette interopérabilité. Cette interopérabilité se fait à la fois par le vocabulaire et ses identifiants pérennes. Donc je ne sais pas si tu l'as un peu évoqué, ça, mais voilà, donc toute la pérennité du vocabulaire, je vais revenir aussi un peu dessus. Mais donc, voilà, l'interopérabilité ne passe pas que par un vocabulaire avec des identifiants pérennes, ça passe aussi par une interopérabilité structurelle, à savoir au niveau de jeux de données qui seront hétérogènes en format et en structure. Et donc, le petit schéma que nous avez montré sur l'accumulation des archives, l'informatisation, la structuration individuelle à chaque fois de chacune de ces bases de données lors de l'informatisation, fait qu'on a une multiplication de bases de données avec des formats très variés, ce qui fait qu'on peut presque parler de Moyen-Âge numérique, puisqu'on avait justement des choses qui étaient certes numériques, mais qu'on ne pouvait pas faire communiquer les unes avec les autres. Donc ça, Xavier reparlera de ce Moyen-Âge numérique via un programme européen dans lequel le consortium MASA est impliqué. Et donc la solution qu'on a trouvée pour essayer de faire communiquer toutes ces bases, c'était donc le CIDOC-CRM, donc une ontologie spécifiquement faite pour décrire les objets patrimoniaux. Donc utilisée d'abord par les musées, les archives, les bibliothèques, et puis par la force des choses, puisque l'équipe qui travaillait au développement de cette ontologie travaillait aussi avec des archéologues, ça s'est étendu à l'archéologie, ce qui nous allait très très bien. Donc on va utiliser le CIDOC du coup en tant que surcouche pour faire communiquer ces bases hétérogènes, et le but du jeu va donc constituer à construire des ponts entre chaque jeu de données vers l'ontologie. C'est l'ontologie qui sert en fait de grammaire commune à l'ensemble des jeux de données. Donc,
C'est ce qui nous a permis de mettre en place le Triple Store de Masa. Donc, cette mise en ligne de données, même si on est sur des systèmes informatiques qui sont variés, parce qu'on l'a vu sur le schéma précédent, beaucoup de formats différents, et des structures variées, l'utilisation du CIDOC va nous permettre d'avoir une couche de communication partagée et on va ainsi pouvoir, grâce au CIDOC, interroger de multiples jeux de données de manière fédérée, donc en même temps, même s'ils sont plus ou moins hétérogènes, en proposant plusieurs filtres. Donc déjà, ce sont les filtres que vous voyez qui sont sur cette diapo-là, les métadonnées de chacun des jeux de données. Donc, vous voyez, chacun des jeux de données dispose de métadonnées spécifiques qui donnent les informations sur la couverture spatiale, la couverture temporelle, quelques mots-clés, et puis éventuellement des collections dans lesquelles elles s'inscrivent. Et donc, on peut utiliser sur notre plateforme OpenArcheo justement ces filtres sur les métadonnées pour commencer à faire un premier tri. Et donc, choisir des jeux de données qui ont bien sûr des éléments pertinemment communs pour faire l'interrogation. On ne va pas forcément interroger tous les jeux de données, ça n'aurait pas forcément de sens. Mais justement, à partir de ces filtres, on peut donc sélectionner les jeux de données qui sont les plus pertinents. Donc, on a donc mis en place ce système de requêtage. Alors, bien sûr, au départ, c'était prévu, comme tout Triple Store, avec un endpoint qu'on dit SparkQL. SparkQL étant le langage de requête de ces jeux de données qui sont sur le web sémantique. Donc là, vous avez ici un exemple. Donc, sur la plateforme OpenArcheo, on a un espace où on peut taper des requêtes SparkQL. Donc, on a aussi des exemples, vous voyez, sur le côté gauche, de requêtes qui sont toutes prêtes. Donc qui permettent de tester les requêtes SparkQL et d'obtenir des résultats d'interrogation sur ces jeux de données. Donc, comme vous pouvez le voir, ces requêtes SparkQL, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, ça ressemble un petit peu, mis à part les premières lignes qui sont des préfixes. Après, on peut reconnaître des select from where qui sont assez typiques du langage SQL si certains d'entre vous travaillent un petit peu sur des bases de données en SQL. Ce n'est pas forcément étranger. Après, la grammaire est quand même assez spécifique pour le SparkQL et nécessite quand même une formation un peu plus poussée que pour le SQL. Donc, on voit en fait d'emblée que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très intuitif et pas forcément à la portée de tout le public auquel on s'adresse, puisqu'on s'adresse plutôt, quand on parle de SparkQL, et des informaticiens. Alors, bien sûr, à des machines d'abord, mais après, dans un second temps, à des informaticiens. Et donc nous, il nous fallait trouver une autre solution pour pouvoir dialoguer avec nos collègues. Et donc là, c'est là qu'on a eu l'idée de mettre en place un explorateur qui permette de construire les requêtes de manière un peu plus intuitive. Donc, on est passé par la personne qui nous a développé cette interface. C'est une société qui s'appelle Sparna, qui est basée à Tours, qui avait travaillé déjà sur Nakala pour Humanum. Et donc, qui nous a mis en place cette interface globale OpenArcheo, et en particulier cette interface de requête intuitive, on va dire user-friendly, qui s'appelle SparNatural. Donc, l'idée, c'est à partir de concepts de l'ontologie, de réussir à faire une interrogation en utilisant les mots qu'utilisent les archéologues. Donc, plutôt que d'utiliser des termes ontologiques qui ne sont pas forcément toujours très intuitifs pour tout le monde, on va directement utiliser les termes que l'archéologue utilise. Donc, par exemple, l'archéologue est habitué à utiliser la notion de fait. En ontologie, ça va être man-made feature. Mais donc, on va pas utiliser dans le moteur d'interrogation, on ne va pas utiliser directement le man-made feature qui ne va pas forcément parler, mais on va utiliser directement feature, qui est le terme utilisé par les archéologues de manière naturelle. Donc là, vous voyez une requête qui est tapée. Donc, on commence par choisir un concept. Donc, d'abord, là, ici, dans l'exemple qu'on a, c'est la sépulture, burial. On sélectionne ensuite un deuxième concept qui est associé à cette sépulture. Donc, on va choisir site. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a automatiquement un verbe qui se met entre le sujet et l'objet, qui va être found in. Donc, c'est les sépultures qui ont été trouvées dans un site. Donc là, c'est automatique parce qu'on n'a pas d'autres verbes dans notre schéma. Donc, le schéma, je vous le présenterai un petit peu après.
Et après, on peut compléter notre requête en lui demandant qu'on veut que ce soit les sites qui ont été étudiés par une personne dont le nom est Elisabeth Laurence. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'en fait, la requête, d'un point de vue graphique, elle est assez intuitive. Donc là, les sépultures trouvées dans un site, lequel site a été étudié par Elisabeth Laurence. Quand on l'exécute, en fait, ce qu'il va commencer par faire, c'est réécrire à partir de ce qu'on a formé dans notre requête, toute la requête en langage SPARQL. Donc c'est ce que vous voyez au milieu de l'écran. Dans le cadre, là, toute la requête a été construite en requête SPARQL sans qu'on ait eu à écrire la moindre ligne de code, donc ce qui est quand même assez confortable du coup pour l'archéologue. Et puis derrière, en fait, la requête s'exécute et va donner les résultats que vous voyez en dessous. Donc, vous voyez les 3 résultats là, enfin 3 parmi 722, qui permettent d'accéder directement à la ressource en ligne sur la base de données dans laquelle on a fait l'interrogation. Donc, ce système s'appelle SparNatural. Il a été inspiré de ce qu'avait fait le British Museum avec un système qui s'appelle Research Space. Donc Research Space se basait directement sur le CIDOC. Donc là, on faisait aussi une construction de requêtes automatique, mais en utilisant des concepts directement du CIDOC, donc ontologiques, donc qui ne parlent pas forcément au public qui nous intéresse. Donc là, je ne vais pas forcément m'étendre plus. Vous revoyez encore à nouveau la requête SPARQL avec les résultats qui sont en dessous. Et en fait, quand on sélectionne, quand on clique sur un des résultats de la requête, automatiquement, en fait, on va directement sur la ressource. Donc là, vous voyez dans cet exemple-ci, on a cliqué sur la sépulture numéro 2 du site de Marmoutier. Et donc, on passe sur la base Arson dans laquelle se trouve cette sépulture, avec toute la fiche descriptive, les photos qui sont associées, etc. Donc, le modèle qui permet de faire ces intégrations, donc le moteur, en fait, est basé sur un graphe qui est en fait un sous-ensemble du CIDOC CRM et de quelques-unes de ses extensions. Donc, on utilise le CRM de base pour l'ensemble de nos données et on a quelques entités, quelques classes qui sont issues d'extensions. Donc, c'est des extensions plus spécifiques comme CRM Science qui est plus sur l'observation scientifique. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur le Encounter Event qui est au milieu de notre schéma, il vient de cette extension, ou le CRM Archéo aussi qui va nous permettre de modéliser des éléments plus spécifiquement archéologiques comme les unités stratigraphiques, ce que vous avez à droite, le Stratigraphic Volume Unit, ou aussi le CRM Building Archaeologic qui va traiter plutôt de l'archéologie du bâti ou les éléments plus construits. Et là, vous avez sur la gauche le Buildwork qui est issu de cette extension. Donc, vous voyez que là, en fait, sur ce modèle générique, on a des choses que l'archéologue maîtrise à peu près. Donc, c'est en plein centre, on a toujours l'événement, en fait, donc le counter event, qui va être soit la fouille, soit la découverte fortuite, soit la prospection, par exemple, qui va être porté par une personne à droite et qui prend lieu qui est localisé à un lieu, le place qui est à droite. Et puis, vous avez donc cette fouille concerne un site qu'on a au-dessus. Et puis ensuite, sur ce site, on va trouver tout un tas de choses. Cette découverte va permettre de trouver des structures, va permettre de trouver des faits qu'on pourra détailler en murs, sépultures, fosses, compagnie. Et puis, ces faits seront constitués d'unités stratigraphiques et pourront comporter une unité stratigraphique ou fait directement aussi du mobilier. Lequel mobilier peut être aussi du mobilier trouvé en découverte fortuite directement, sans que ce soit nécessairement rattaché à des structures. Donc, voilà le modèle générique qu'on utilise, sachant qu'après, on le détaille avec tout un tas d'éléments. Donc, on retrouve là aussi au centre l'ensemble de notre modèle. Vous retrouvez les éléments de couleur. Et puis, on va le détailler à chaque fois avec des identifiants, avec des appellations, donc des labels, des référentiels, donc des typologies. On peut se référer à des typologies qui viennent des pactoles. Ce que vous avez écrit en écriture bleue, vous avez donc des URI qui se rapportent à des identifiants pérennes de concepts liés à des thésaurus, donc souvent les pactoles. Mais vous l'avez aussi pour GeoName, par exemple, pour les localisations. Et puis, on va voir 2 modules qui sont associés dans ce schéma, donc pour ne pas le complexifier, que j'ai externalisé, qui sont d'un côté la documentation, donc c'est le cadre jaune,
qui nous permettent d'associer de la documentation à quelque échelle que ce soit. Donc, on peut associer de la documentation directement au site même, de la documentation qui va être associée aux structures, aux faits, à l'unité stratigraphique ou au mobilier. Donc ça va être des fiches de description, des photos, des dessins, un rapport de fouille. Voilà, ça peut être à plein d'échelles différentes et pour plein d'objets différents. Et à chaque fois, on pourra définir qui est l'auteur du document en question et quand est-ce qu'il l'a produit. Et de même, on va pouvoir aussi ajouter à chaque élément, indiquer des notions de temps, donc pouvoir le positionner dans le temps. Et donc, pareil, à n'importe quelle échelle que ce soit, ça pourrait être pour le mobilier, pour sa production, son utilisation, ça pourrait être un bâtiment, donc la durée d'utilisation d'un bâtiment, construction, destruction, et puis ça pourrait être pour un site, la période d'utilisation du site qui pourrait être ainsi définie. Donc, voilà pour le modèle. Et alors, en fait, donc, le but du jeu va être de faire ce qu'on va appeler un mapping entre nos données. Donc, à partir de ce modèle qui est sous-entendre le du CIDOC, là, on va faire un mapping entre nos propres jeux de données et le CIDOC. Et pour ça, on va utiliser deux outils différents en fonction du type de jeu de données qu'on utilise. Donc, Ariadne+, qui est donc, Xavier vous en parlera plus tard tout à l'heure, sur un programme européen qui travaille aussi dans la même direction qu'un consortium NASA, et on fait partie de ce programme, recommande l'utilisation plutôt de 3M, donc plutôt pour des jeux de données qui sont en XML. Mais nous utilisons aussi, puisqu'on a quand même énormément de données qui sont en format base de données relationnelle, et du coup, on utilise plutôt OnTop dans ces cas-là. Donc là, vous avez sur cette diapo, vous voyez donc à gauche le format XML et l'outil 3M qui est utilisé pour faire ce mapping, donc faire en fait l'appariement entre les données du CIDOC et notre jeu de données, enfin pardon, plutôt l'inverse, entre notre jeu de données et les entités du CIDOC. Donc ça, c'est un outil en ligne qui est gratuit à l'adresse que vous avez indiquée sur la diapo, qui est accessible directement. Et puis un deuxième outil, lui aussi gratuit, qui est pour les bases de données plus spécifiquement, les bases de données relationnelles, qui s'appelle OnTop, qui est une extension du logiciel Protégé. Protégé est un logiciel de gestion d'ontologie, donc un logiciel libre aussi, malgré son nom. Et donc, OnTop permet de faire alors déjà de se connecter directement à une base de données. Donc, il faut que ce soit une base de données qui soit de préférence dans un format ouvert. Donc, ça passe très, très bien avec les MySQL, les PostgreSQL. Tout ce genre de format passe très, très bien. Et donc, une fois qu'on a fait cette connexion, on peut faire les mappings en fait, en associant à des triplets RDF. Là, c'est ce que vous voyez sur cette partie. On associe à des requêtes directement dans la base de données en SQL et ça permet ainsi de créer en fait l'ensemble du triple store via une succession comme ça de génération de triplets. Pour l'ensemble de nos données, on va avoir, une fois que les fichiers RDF ont été générés grâce au mapping, avant de les intégrer dans OpenArcheo, on va disposer de ce qu'on appelle un validateur Shackle pour les vérifier. Donc, c'est un outil qui est très utile de trois manières, parce que premièrement, ça permet de s'assurer que les données sont cohérentes, puisqu'il va nous indiquer dès qu'il y a des erreurs. Et donc, si nos données sont incohérentes parce qu'on n'a pas forcément mis des bons contenus aux endroits voulus, dans ce cas-là, il va nous le signaler. Ça peut être deuxièmement parce que il faut que les triplets respectent les règles de structuration du modèle générique. Et dans ce cas-là, ça peut être que donc, on ne respecte pas au niveau du mapping, on n'a pas respecté correctement les règles du schéma que je vous ai présenté préalablement. Donc, ça peut après être aussi en troisième effet qu'on a mal défini nos règles et que donc, du coup, ça peut être qu'on revienne sur le schéma ou sur la définition de ces règles parce qu'on ne les a pas forcément bien définies. Donc, ça va nous permettre petit à petit, au fur et à mesure, d'avoir déjà un schéma beaucoup plus stable, des règles de validation beaucoup plus strictes et du coup, des jeux de données aussi beaucoup plus propres et des mappings qui soient parfaitement en accord avec les règles qu'on a fournies. Et donc, une fois qu'on arrive avec zéro erreur sur notre jeu de données, du coup, on va pouvoir passer à la publication. Alors, le vocabulaire de nos jeux de données est aligné autant que possible sur les nomenclatures standards. Donc là, vous en avez un certain nombre d'exemples.
Pour le vocabulaire thématique, que ce soit des éléments concrets ou abstraits, on va utiliser des thésaurus Pactol. Les Pactol sont eux-mêmes alignés sur Art and Architecture Thesaurus du Getty Museum, qui est massivement utilisé à l'international et en particulier encore dans le programme Ariadne+. Et comme la Haïti, les Pactol sont également intégrés dans le Backbone Thesaurus, qui est un projet de métathésaurus international qui fédère tous les grands thésaurus nationaux. Et à ce titre, Pactol fait partie du Backbone Thesaurus pour la partie française des thésaurus du Backbone Thesaurus. Donc, pour l'instant, on doit travailler avec des thésaurus, on va dire, variés selon les langues qu'on veut utiliser, les publics qu'on veut toucher. Donc, si on est en francophone, les Pactol sont idéales, même si c'est un thésaurus multilingue. Il est assez peu utilisé à l'international, alors qu'à l'international, on privilégie l'Art and Architecture Thesaurus. Et donc, comme on va sur un alignement avec le Backbone Thesaurus, bientôt, on n'aura plus qu'à utiliser les concepts du Backbone Thesaurus et on sera automatiquement aligné avec les différents grands thésaurus nationaux, ce qui sera beaucoup plus confortable. Pour la localisation, nous utilisons GeoName, qui fournit de nombreux services web pour récupérer diverses informations. Pour la datation, nous utilisons Periodo, surtout pour les métadonnées, puisque nos données comportent souvent des datations plus précises que les périodes de Periodo. Et enfin, pour les auteurs, nous utilisons principalement le VIAF, mais lorsque la personne n'est pas référencée dans le VIAF, parce qu'elle n'est pas auteur d'un ouvrage en bibliothèque, dans ce cas-là, nous disposons parfois d'autres ressources comme ALSHS, quand c'est des articles, par exemple, voire même parfois d'autres bases de données qui sont plus spécifiques quand c'est des personnes qui n'ont vraiment rien publié, par exemple. Donc voilà pour l'alignement. Et on va utiliser donc ce que Xavier a présenté tout à l'heure, le gestionnaire de thésaurus OpenTheso qui permet justement d'avoir de gérer l'ensemble du vocabulaire, de récupérer, alors je ne sais pas si vous avez suffisamment, vers le bas de l'écran, vous avez en fait des liens qui sont indiqués, qui sont en fait les URI, les identifiants pérennes des concepts. C'est ce que l'on doit mettre dans nos jeux de données, en fait, pour ne pas associer nos données à des termes qui sont liés, à des chaînes de caractères qui sont étroitement associées à une langue, mais à utiliser du coup des identifiants pérennes qui sont les identifiants qui permettent de se référer au concept et non pas à la chaîne de caractères. Par exemple, si on utilise la chaîne CAVE, par exemple, ou CAVE, C-A-V-E, selon la langue où on est, on ne va pas du tout avoir le même sens. Si on est en français, ça aura un certain sens. Si on est en anglais, ce sera un tout autre sens. Le fait d'utiliser des identifiants numériques, des identifiants pérennes qui sont ici des identifiants ARC, fait qu'on se réfère vraiment au concept et non plus à une chaîne de caractères, quelle que soit la langue par laquelle on passe. Donc voilà l'intérêt d'utiliser ces gestionnaires de thésaurus. Autre outil que l'on développe en parallèle de MASA, ce sont des images abstraites de graphes RDF qui permettent de montrer d'une part comment les entités et les propriétés des ontologies sont utilisées dans le graphe, en indiquant le nombre d'instances. Donc les instances, c'est vraiment ce qu'on a dans nos bases de données. Hein. Et d'autre part, quels sont les termes qui sont utilisés. Parce qu'il est plus intéressant et précis d'indiquer que les entités contiennent des informations sur les pièces de monnaie, les sépultures ou les vêtements, que d'avoir des graphes de données qui sont entièrement ontologiques. Donc, dans un graphe de connaissances qui utilise le SIDOC, ces informations sont portées par des termes plus précisément par des URI qui sont décrites dans certains thésaurus. Et les graphes de connaissances basés sur le SIDOC utilisent généralement divers ensembles de termes qui fournissent au moins autant de signification que les types et les prédicats du SIDOC qui sont utilisés. Donc, cette image abstraite calculée est appelée un profil TT pour Type and Terms. C'est les travaux de recherche qui sont menés par Béatrice Markov et son équipe, en fait, à partir des données qui sont un laboratoire qui sont issus du LIFAT, qui est un laboratoire d'informatique fondamentale à l'Université de Tours, et donc qui travaille sur les données qu'on produit justement dans le cadre d'OpenArcheo. Voilà, donc même avec une ontologie aussi restreinte, parce que du coup on n'utilise qu'un tout petit volume des entités et propriétés du SIDOC, en fait tous les types et les prédicats n'ont pas forcément d'instance dans tous les graphes de connaissances, puisque vous voyez que selon la spécificité de chaque jeu de données, on va utiliser certaines parties du graphe. Certains vont être
des inventaires et on va utiliser que les notions de site et de découverte. D'autres vont être des descriptions de chantiers complets. Donc là, on va rentrer vraiment dans du détail avec le mobilier, les unités stratigraphiques. Donc, en fonction de ces échelles différentes, on ne va pas forcément utiliser toujours les mêmes parties du modèle. Et donc, grâce à cette étude, on peut ainsi mettre en exergue les éléments qui sont les plus utilisés selon les jeux de données. Et éventuellement, ça pourra, on espère pouvoir les classer et puis pouvoir trouver de manière un peu semi-automatique quels sont les jeux de données qui sont pertinents de mettre en commun. Alors, comme vous avez peut-être pu le constater, le CIDOC CRM, même le concept d'autologie, n'est pas forcément quelque chose qui est facile à appréhender. Nous-mêmes, on a mis plusieurs années à vraiment rentrer dedans et à le maîtriser. Et donc, quand on parle de nos collègues, quand on propose à nos collègues de passer à l'étape de faire des mappings et d'aligner leur jeu de données au CIDOC CRM pour pouvoir le rendre interopérable et pouvoir le passer sur le web sémantique, pour certains, on leur parle un petit peu chinois, donc il a fallu qu'on réfléchisse à une manière en fait de faire l'apprentissage du CIDOC. Donc d'abord, il y a déjà presque une dizaine d'années, il y a déjà un moment, Georges Brusseker et Annelies Guillem ont mis en place un jeu de cartes, donc qui s'appelait le CIDOC CRM Game, qui permettait en fait d'apprendre le CIDOC, donc de comprendre comment le CIDOC était constitué, la notion d'héritage entre les différentes entités, comment les propriétés héritent les unes des autres, les contraintes qu'il y a entre les entités et les propriétés. Et donc, toutes ces notions qui ne sont pas forcément faciles à appréhender en soi, juste à la lecture de la documentation du CIDOC, eh bien, par le jeu de cartes, ça devient beaucoup plus facile. Et puis, on peut aussi travailler par le biais du jeu de cartes à l'alignement, donc au mapping d'instances avec les entités du CIDOC, donc de données qui sont propres à un jeu de données. Donc là, vous en avez un exemple ici. Vous voyez les instances qui sont en bas. Donc, vous avez l'hôtellerie de Marmoutier, vous avez les fouilles de l'hôtellerie de Marmoutier et vous avez une archéologue en la personne d'Elisabeth Laurence. Et puis au-dessus, vous avez en fait les entités correspondantes dans le CIDOC. Et puis, entre ces entités, vous voyez les propriétés qui permettent de les lier. Donc, à chaque fois, les entités d'une ontologie en fait, s'expriment le plus souvent par le biais de triplé RDF, donc sujet, verbe, complément, que vous retrouvez ici. Donc, le site a fait l'objet d'une fouille pour le premier triplet. Et puis, le deuxième triplet, ça va être la fouille a été dirigée par Elisabeth Laurence. Donc voilà tout simplement comment ça se traduit. Alors en fait, il se trouve que ce jeu de cartes fonctionnant plutôt pas mal au niveau de l'apprentissage de nos collègues, on a décidé de s'atteler à une mise en ligne de ce jeu, alors pas tout à fait une mise en ligne, mais une version numérique, donc qui est téléchargeable et qui va permettre de se former, de s'auto-former tout seul au CIDOC par le biais de challenges successifs progressifs pour d'abord comprendre ce qu'est une ontologie, et puis ensuite comprendre comment fonctionne le CIDOC, et enfin comment faire des mappings, donc comment associer du coup des instances directement avec des entités du CIDOC. Là, vous avez ici un deuxième exemple où vous avez un denier de Saint-Martin qui constitue un Human Made Object, un mobilier, quoi, en fait. Ce mobilier qui est en fait une monnaie et qui est en argent. Et donc, on voit que on voit comment il est exprimé ici dans le CIDOC. C'est que dans les deux cas, c'est qu'on a des types qui sont utilisés. Donc, c'est un Human Made Object qui était prévu pour être de type monnaie et dont la matière est de l'argent. Donc, voilà les façons dont on peut constituer la chose. Et donc, on a ainsi pu former les collègues, de nombreux collègues. Et il se trouve que, en fait, si on a pour l'instant autant de jeux de données dans OpenArcheo, c'est justement parce qu'en fait, on a pu les former au CIDOC et ils ont pu, pour la plupart, se mettre justement à cette phase de mapping pour aligner leurs données. Voilà, je vais redonner la parole à Xavier qui va du coup nous parler de l'ensemble de ce web sémantique avec le link Open Data. Merci Olivier. Donc je continue et puis je vais essayer de ne pas continuer trop longtemps pour ne pas vous
vous abrutir complètement. Effectivement, avec le link Open Data, alors à nouveau une image parfaitement illisible, mais le but n'est pas de détailler chacun de ces cercles. C'est une image que vous connaissez peut-être, c'est une copie d'écran, je ne sais plus à quelle date, mais ça évolue quasi quotidiennement, de ce link Open Data, donc ce graphe des jeux de données ouverts, dans lequel on retrouve chaque couleur correspond à un domaine différent, vous voyez, en turquoise la géographie, en orange les données administratives des États, les sciences de la vie en rose, etc., la linguistique en vert. Voilà. Ce que l'on ne voit pas dedans, mais qui existe pourtant, c'est une partie sur les données du patrimoine culturel. Il en existe quelques jeux de données. Olivier a évoqué tout à l'heure le British Museum qui a publié ses corpus, ses collections, ses corpus de collections, pardon, dans le link Open Data, dans le web des données. Et en fait, l'ambition que l'on a très modestement, c'est qu'en travaillant dans ce sens, on puisse contribuer à l'alimentation de ce graphe de données. Et au bout du compte, l'intérêt du web sémantique, c'est d'arriver à faire de la fouille automatique ou semi-automatique à l'intérieur de ce graphe de données et d'exploiter les mises en relation de ces différents jeux de données. Donc ça, c'est le travail de nos collègues informaticiens qu'Olivier a évoqué.